Cette semaine, à Église en sortie, on s'entretient avec Sœur Maryse, des Sœurs missionnaires de la Charité. On vous présente un reportage sur le 140e anniversaire du diocèse de Chicoutimi et on parle du chanoine Lionel Groux avec l'historien et auteur Charles-Philippe Courtois. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons traiter de pauvreté et des Sœurs missionnaires de la Charité. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Sœur Maryse. Bonjour. Bonjour. Sœur Maryse, vous êtes sœur missionnaire de la Charité, fondée par Sainte Mère Teresa en 1950, je crois. Peut-être vous pourrez m'expliquer un peu toute cette histoire. Vous êtes religieuse depuis 39 ans et vous exercez un peu votre ministère auprès des plus pauvres à Montréal en ce moment. Alors, pouvez-vous d'abord peut-être nous parler un peu de votre vocation personnelle, de votre rencontre personnelle avec cet ordre des Sœurs missionnaires de la Charité? OK, alors, quand j'avais 20 ans, j'étais pas très pratiquante, quoique je le faisais pour faire plaisir à mes parents, mais j'ai rencontré une amie qui m'a amenée voir un prêtre jésuite, le Père Lacasse, avec qui j'ai commencé des retraites, puis ça a été une grosse conversion. Après une des retraites, à 22 ans, il a parlé de Mère Teresa. Puis quelqu'un m'avait donné une photo d'elle que j'avais devant moi. Puis il m'a dit, il a parlé avec le groupe des retraitants, il a dit, il y a une personne qui est une lumière pour le monde entier, aujourd'hui, de nos jours. Pouvez-vous me dire qui? Et puis, ça a fait clic dans ma tête, parce que sa figure était devant moi. Fait que j'ai pris la photo et je l'ai montrée. Il dit, bien oui, vous avez bien deviné. Alors, c'est comme ça que c'est à ce moment-là que j'ai su que il fallait que je suive elle. Ouais, pouvez-vous peut-être nous décrire tout de suite un peu la spiritualité de Mère Teresa et de l'ordre des missionnaires de la Charité? Une fois que je suis entrée, ça m'a pris un peu de temps avant de le comprendre complètement. C'est la sanctification des plus pauvres, des pauvres. Puis, le but, c'est d'étancher la soif, la terrible soif de Jésus pour le salut des âmes. Avec les années, je comprends de plus en plus l'importance, l'urgence du salut des âmes. Puis aussi, je vois la détresse, puis la misère spirituelle autour de moi. Je voudrais partager ma joie avec eux, mais ils ne veulent pas, ou bien c'est difficile. Mais il y en a qui entendent, qui écoutent, puis ça leur donne un petit espoir. Quand on a le partage d'Évangile ou qu'on a la chance de parler un peu avec... il y a des choses qui me viennent à l'esprit, je leur dis, puis après ça, ils me disent, « Ma soeur, vous m'avez tellement encouragée, vous m'avez tellement consolée. » J'entends ces choses-là. C'est pas pour ma gloire là, que je dis ça, c'est juste parce que le Seigneur, il me rend capable. Et je me suis rendu compte que Jésus a dit, je suis venu pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. » Vous voyez les fruits de votre apostolat, bien que j'imagine que la majorité de ces fruits, on ne les verra qu'au ciel. Pouvez-vous nous parler un peu, justement, des différents apostolats que vous avez au Québec, peut-être l'histoire, quand est-ce que l'ordre est arrivé au Québec, au Canada, et peut-être comment ça s'incarne aujourd'hui, là, ici à Montréal ou peut-être à Québec? Okay. À Montréal, les sœurs sont venues en 1988 avec l'invitation de Monseigneur Paul Grégoire. Et puis, elles se sont installées d'abord dans le Mont de Montréal, proche de l'église Saint-Jean-Baptiste. Je ne me souviens plus le nom de la rue, mais elles sont restées 1 an là. Ensuite, elles ont trouvé une maison dans le sud-est, sur la rue Champagne, pas loin de Iberville et Sainte-Catherine. Et puis, c'est là on est resté là, depuis ce temps-là. Et à Québec, c'est le Monseigneur Ouellette qui nous a invités en 2005. On a ouvert en 2005, au mois de septembre. Et j'étais là. Et c'est ça, on donne aussi des repas. On a une salle communautaire où est-ce qu'on invite les gens à venir.
Ouais. Pouvez-vous nous dire une journée type d'une sœur disciple de Mère Teresa? Là, ça ressemble à quoi? On se lève à 4h40 le matin. C'est à l'heure que nos voisins se couchent. Alors, nous autres, on les réveille avec nos chants. Non, c'est pas vrai. On se lève et puis à 5h, on se rend à la chapelle et puis on fait 1 heure de prière et méditation sur les lectures du jour, là. Et puis, habituellement, on aime avoir la messe à 7h moins 10, mais ça dépend du prêtre s'il est capable de venir ou pas. Des fois, bien, il faut attendre. Alors, à ce moment-là, on a 1/2 heure de lecture spirituelle ou bien... Et puis après ça, bien, on a la messe. Quand on n'a pas de messe, des fois, on va quelque part à l'église plus tard. Alors, à ce moment-là, on a notre heure d'adoration, parce qu'on a une heure d'adoration au Saint-Sacrement tous les jours. Mais après qu'on a tout fait ça, bien, on sort le matin. Puis on visite des gens, des fois des gens âgés qui sont cloués chez eux. Il y a une certaine flexibilité dans l'horaire pour permettre votre apostolat. C'est obligé, oui, à cause des messes qui changent. Autrement, notre horaire serait le même. Et vous avez une dispense. Et puis c'est ça. Alors, à 3h, on est en bas, et dans le premier étage de notre maison, pour préparer les repas. Puis là, on est toutes les 4 sœurs. Et puis des fois, des bénévoles viennent. Quelles sont un peu vos espérances peut-être pour l'ordre au Québec et peut-être l'Église dans son ensemble? Quel espoir vous portez dans votre cœur à ce niveau-là? Mère Teresa, elle nous a dit qu'elle a promis qu'elle va donner des saintes à l'Église, des saints et des saintes. Ça comprend les sœurs, mais aussi les pauvres, les gens qu'on côtoie. Parce qu'on prie pour eux, pour toutes les personnes qu'on côtoie. Notre but, c'est ça, c'est de devenir saintes nous-mêmes et d'amener plusieurs personnes au ciel avec nous. Donc, c'est ce qu'on peut vraiment vous souhaiter pour votre apostolat. Peut-être une dernière question que j'aurais pour vous. Si jamais il y a une de nos téléspectatrices qui regarde l'émission, qui se sent un peu peut-être appelée à discerner pour devenir peut-être éventuellement sœur missionnaire de la charité, comment est-ce que cette personne-là peut s'y prendre là, pour en apprendre davantage sur votre charisme et comment entrer chez vous? Ah, bien là, elle pourrait d'abord nous appeler. Et puis, on va lui donner tous les renseignements nécessaires. C'est sûr que c'est une grosse adaptation. Moi, j'étais jeune quand je suis rentrée. C'est vraiment un gros changement, mais on s'adapte plus facilement. Et puis, il faut qu'elle aille visiter les sœurs aux États-Unis, puis qu'elle reste avec elles quelques jours pour discerner sa vocation. Puis aussi, les supérieurs qui sont là vont l'examiner puis voir si elle est appelée si elle est capable de vivre notre vie. Mais elles peuvent nous appeler chez nous à Montréal. Si elles sont francophones, elles peuvent appeler les sœurs à Toronto ou à Québec aussi. Puis il y a d'autres maisons dans le reste du Canada, là. Très bien. Alors, sœur Marie, je rappelle que vous êtes sœur missionnaire de la charité, ici même à Montréal en ce moment. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci. L'idée du 140e m'est venue presque le soir même de mon ordination, où à un moment donné, j'ai comme réalisé qu'on fêtait 140 ans d'histoire. Puis c'est en 2018. Donc, c'est arrivé comme ça. Mais par la suite, je me souviens plus, il y a quelqu'un qui m'a dit « Est-ce qu'on fait quelque chose pour le 140e? » Bien, j'ai dit « Il faut faire quelque chose et il faudrait profiter du 140e pour continuer notre marche vers le 150e, mais que chaque année soit significative. » Donc, pour cette année, le choix qui a été fait, ça a été une célébration unique, diocésaine, en la cathédrale Saint-François-Xavier, et en même temps, à l'occasion de la fête de Saint-François-Xavier. Mais ça, c'est un petit peu mon intuition personnelle, mettre en valeur François-Xavier comme missionnaire, deuxième plus grand missionnaire après Saint-Paul. Donc, moi, je me disais, c'est pour nos racines missionnaires, pour le tournant missionnaire, c'est avec François-Xavier. C'est pour ça qu'on a fait ça le 3 décembre, même si le diocèse avait été fondé le 28 mai 1878. Donc, moi, pour ma part, cette année,
selon les différentes activités où je vais participer, c'est sûr que je vais souligner le 140e. Mais je ne voudrais pas non plus que ce soit seulement le 140e de l'évêque, parce que c'est une idée. Non, mais que notre Église diocésaine, et lundi soir dernier, lors de l'homélie, j'ai dit aux gens, nous ne fêtons pas une affaire d'Église, nous fêtons comme Église. Nous fêtons. Donc, j'aimerais et je souhaiterais que dans tout le diocèse, veut pas, bien qu'on rappelle le 140e, mais qu'on rappelle aussi les intuitions qui étaient à l'origine de la fondation. Hein? Un diocèse missionnaire, un diocèse qui... Et l'option qui a été prise jusqu'au 150e, c'est que chaque année, souligner l'apport missionnaire de l'évêque, d'un évêque, dans la succession des évêques. Fait que cette année, on a souligné, et on souligne Monseigneur Dominique Racine. Parce que pour plusieurs générations, surtout les jeunes, c'est une rue, la rue Racine. L'an passé, je recevais 2 jeunes, puis en passant dans le corridor ici avec la photo, pas la photo, les peintures des évêques, un des jeunes me dit « Ah, il y a une rue qui s'appelle pareil comme lui. » Bien, j'ai dit non. La rue, c'est à cause de lui. Dominique Racine, c'est à cause de lui. La rue Bégin, c'est à cause de Monseigneur Bégin, et c'était toute l'histoire. Donc, chaque année, jusqu'au 150e, rappeler l'engagement, l'apport missionnaire de chaque évêque. Et on a eu la chance que des jeunes préparent un petit pan de vie de Saint François Xavier. Alors surtout la fin de sa vie, ça nous a mis dans l'ambiance tout de suite de ce grand missionnaire. Et puis justement, en parlant de grand missionnaire, la célébration avait l'accent sur cet élan missionnaire que le Seigneur nous invite à avoir au fond de nous pour promouvoir sa vie, promouvoir sa parole, sa vérité. Alors, Monseigneur René Gay a fait son homélie justement autour de cette mission que chacun nous devons avoir pour faire connaître le Christ à toute la nation, une grande mission. Saint François Xavier, on pourrait penser que c'est comme du passé, parce que c'est sûr que c'était au 16e siècle, si je me rappelle, mais c'est justement de s'inspirer de cette force qu'il avait, son charisme. Bien, c'est certain qu'on ne peut pas se cacher qu'on a moins de personnel pastoral, que l'Église, ce n'est plus sur la sellette, ce n'est pas la première place. Mais notre but est toujours d'être proche des gens. Et puis ça, quand on fait, entre autres, je pense aux réaménagements pastoraux, auparavant, il y a 140 ans, c'était un prêtre, une paroisse. Là, on a un prêtre, 16 paroisses parfois. Mais il est entouré d'une équipe. Et parmi dans cette équipe, il y a des laïcs qui sont des baptisés. Donc, maintenant, c'est chaque baptisé qui doit prendre à cœur sa mission. Puis ça, bien, les permanents, qu'on pourrait appeler ceux qui sont plus proches de l'évêque, doivent soutenir ces personnes-là qui parfois se disent « j'ai pas les notions, je peux pas être en avant, moi, puis parler de Dieu, je peux pas aller dans un groupe populaire puis dire « je suis de l'Église ». Non, justement, tu as à le faire, mais on a à les soutenir, ces gens-là, parce que parfois, ils se sentent un peu petits, mais on a besoin d'être tous ensemble. Mais qui dit fête dit avoir de la joie au cœur, puis aussi s'inspirer vraiment, je reprends, mais de Saint François Xavier, un missionnaire. Puis comme le dit le pape François, soyons missionnaires dans notre monde aujourd'hui. Ici, dans la région, il y a fort longtemps, ça a commencé avec l'opération, en 1992, opération soupe populaire. Les soupes populaires commençaient à naître, il y en avait quelques-unes, peut-être une ou deux. Et sur le stationnement, derrière le centre d'achat, on faisait une activité pour recueillir des dons, pour aider les soupes populaires. Par la suite, au niveau provincial, ça s'est transformé avec la guignolée des médias auxquels on participe. Ici, dans la région, les sommes recueillies qui sont importantes sont toujours remises aux soupes populaires de la région. Il y en a à différents endroits, Chicoutimi, Jonquière, Labbé, Alma, Saint-Félicien, Dolbeau, j'espère ne pas en oublier. Donc, les sommes, les gens sont très généreux. Comme évêque, c'est pas moi qui ai inventé la formule, Monseigneur Jean-Guy Couture était là au début de l'opération Soupe populaire. Il a continué, et par la suite, Monseigneur André Rivet avec la guignolée des médias. Et cette année,
Je suis président d'honneur, mais on est coprésident. Je suis coprésident avec Monseigneur André Rivet. Donc, je serai dans les rues, je serai dans les médias, je serai là pour soutenir, épauler, encourager. Et Monseigneur Rivet sera également là au Lac-Saint-Jean. L'an prochain, probablement qu'on changera de territoire les deux, si Monseigneur Rivet veut toujours participer. C'est une journée très importante et les gens de la région sont très généreux. Puis, comme Église, c'est peut-être particulier, peut-être un peu spécial que ce soit l'évêque ou, dans ce cas-ci, deux évêques comme coprésidents de la Guignolée des médias. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons traiter de l'histoire du Québec et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Charles-Philippe Courtois. Bonjour. Bonjour. Charles-Philippe Courtois, vous êtes historien de formation, vous êtes professeur agrégé au Collège militaire de Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, qui est pas très loin de Montréal. Vous avez récemment publié cette biographie imposante de Lionel Groulx, le penseur le plus influent de l'histoire du Québec, c'est son titre. Alors, pouvez-vous nous présenter d'abord une première question? Là, on connaît, dans la toponymie québécoise, on sait qu'il y a vraiment même une station de métro qui porte le nom de Lionel Groulx, mais dans la société, on voit que ce nom a été un peu oublié. Alors, pouvez-vous simplement nous présenter qui est Lionel Groulx? Oui, alors Lionel Groulx, c'est d'abord, je pourrais commencer en disant que ça a été le seul historien du Québec à être reconnu comme historien national avec François-Xavier Garneau. Qui, bien sûr, lui, a écrit au milieu du 19e siècle. Lionel Groulx est né en 1878 dans un milieu très modeste à Vaudreuil et est mort en 1967 à Montréal. Et c'est, on pourrait dire, le seul auteur, a fortiori le seul historien à avoir reçu l'honneur de funérailles nationales en 1967, parce qu'à ce moment-là, on reconnaissait son rôle dans le développement du nationalisme québécois et donc on reconnaissait en lui une figure importante malgré certaines contradictions avec la Révolution tranquille, mais pour avoir fait évoluer le Québec vers plus de, disons, de conscience nationale, et on reconnaissait cet héritage-là et on voulait lui rendre honneur. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire que ça a été justement un intellectuel très influent. L'autre chose qu'il faut dire tout de suite, c'est que c'est à la fois un prêtre, un professeur, un écrivain, un conférencier, un polémiste. Il a publié aussi des brochures qui étaient vraiment polémiques, et un historien, bien sûr, qui a fait une œuvre très importante sur le plan historique à bien des égards, c'est-à-dire à la fois ses études, à la fois ce qu'il a fondé comme institution, que ce soit à l'Université de Montréal ou ce qu'il a appelé l'Institut d'histoire de l'Amérique française, qui existe toujours, qui publie la Revue d'histoire de l'Amérique française, qui reste en ce moment la revue, je dirais, la plus importante pour les historiens québécois. Et tout ça, c'est son œuvre. Donc, on peut dire qu'il a agi dans beaucoup de domaines, et là, j'en oublie même probablement. Même conseiller politique, ecclésiastique, oui, vraiment, c'était une figure qu'on ne pouvait pas, qui était vraiment centrale à l'époque. Pouvez-vous nous parler un peu justement des faits saillants de sa vie? Il est né, comme vous l'avez dit, à Vaudreuil, et il est du diocèse de Valleyfield, mais après ça, bon, il a voyagé. Pouvez-vous nous parler un peu des faits saillants de sa vie? Alors, rapidement, parce que je pense que l'histoire de la vie de Lionel Groulx, justement, est très remplie, très riche, mais il est né dans un milieu très modeste, je le disais, à Vaudreuil, qui à ce moment-là n'était pas du tout une banlieue, mais vraiment un milieu rural, et il a été très marqué par cette réalité rurale et par la réalité de la vie familiale. Et cette famille très soudée, ça, c'est une des choses qui l'a le plus marqué. Et il a toujours été attaché à la vie rurale. Sauf que, avec la foi, avec son goût, peut-être le goût de sa mère pour l'instruction, il a tout de suite été marqué par une passion pour les lettres. Et il voulait aller au collège. Et il a fait vœu de prêtrise et il espérait pouvoir obtenir d'aller au collège. Et il a eu la chance, la bonne fortune que ses parents acceptent d'investir, ce qui était quand même un montant important pour une famille aussi modeste, en acceptant de lui payer des études. Il se rend au collège de Sainte-Thérèse. Ce qui explique qu'à Sainte-Thérèse, maintenant, l'ancien collège s'appelle le Cégep Lionel Groulx. Et là, il devait faire son choix de carrière. Il a choisi la prêtrise en hésitant. Il ne voulait pas être curé de paroisse, mais il voulait se dévouer pour les causes de la foi et de la patrie, défendre vraiment la nation canadienne-française et sa foi. Et c'est son directeur de conscience qui l'a
lui a fait voir une carrière prometteuse pour lui qui serait d'être professeur enseignant. Et là, il pensait justement pouvoir agir au bénéfice de la nation en formant les élites de demain qui pourraient agir dans tous les domaines. Il avait choisi la prêtrise, il est allé enseigner, un nouveau diocèse a été formé dans sa région natale, celui de Valleyfield, qu'il a pu étudier, faire des études doctorales en Europe, mais quand il est revenu, ce qui lui a ouvert une porte, c'est qu'il est intervenu dans les débats sur l'enseignement de l'histoire. Il a commencé à montrer que lui, il essayait, comme parmi d'autres, d'innover en la matière. L'enseignement était décrié comme étant lacunaire, que ce soit au niveau du collège classique ou de l'université. Il a fait voir que lui, il avait commencé à essayer de rédiger des manuels, un manuel de niveau collégial, parce qu'il n'y en avait pas vraiment de langue française. Mais ça l'a fait se démarquer. Et Monseigneur Bruchesi, qui à ce moment-là voulait vraiment un peu réformer l'Université Laval de Montréal, est allé chercher des professeurs un peu dynamiques dans tout l'archidiocèse, dont Lionel Groulx. Donc, à partir de 1915, il va être installé à Montréal et il va commencer vraiment à innover en la matière. Il va être très actif et ça va l'amener à rencontrer plein de gens. Il va être au cœur des milieux nationalistes canadiens et français de l'époque. Il va s'installer à la paroisse Saint-Enfant-Jésus, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Myland. Là, il va être au carrefour, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de gens très intéressants pour les nationalistes qui se retrouvent là. C'est la paroisse de Henri Bourassa, mais aussi d'Oliver Asselin, mais il ne sera pas beaucoup là pendant la guerre. Et beaucoup des hôtes du curé Périer sont des clercs importants ailleurs, comme Rodrigue Villeneuve d'Ottawa, qui est le futur cardinal Villeneuve, et bien d'autres encore. Et autour de ça, dans ce milieu-là, on a lancé la Ligue des droits du français, avec notamment Omer Héroux du Devoir, Joseph Papin-Archambault, un père jésuite. Et cet organisme-là va lancer une revue qui s'appelle l'Action française. Donc, Groulx va rapidement prendre la direction. Et c'est là vraiment qu'il va définir, je dirais, une nouvelle école nationaliste qui est née dans le sillage de celle d'Henri Bourassa au Devoir, mais qui va rapidement s'en démarquer dans les années 20. Ça va même créer peut-être, on pourrait dire, un conflit entre Groulx et Bourassa carrément à partir de 1923. Et là, c'est vraiment pendant ce moment-là que Groulx devient peut-être l'intellectuel nationaliste le plus important pendant un moment, parce que l'Action française devient une revue très influente. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour d'elle. Une revue à distinguer de celle qui existe en France, qui n'est pas du tout la même, qui est d'inspiration maurassienne de Charles Maurras. Donc, on n'a pas à faire nécessairement la même chose, puisque c'est vraiment une revue nationaliste et qui concerne le Québec. L'Action française s'occupe de quoi? De questions comme le problème économique, en disant qu'il faut d'abord travailler, avant d'arriver à l'indépendance, même à plus d'indépendance économique des Canadiens français. C'est l'objectif de toute une réflexion là-dessus. Et pour y arriver, par exemple, l'Action française va mettre de l'avant l'idée qu'il faut bien sûr des actions de ce qu'on appellerait aujourd'hui la société civile, comme que les Canadiens français mettent leurs épargnes ou leurs comptes de banque chez des caisses populaires, des institutions financières qui appartiennent à des Canadiens français, certes, mais ça n'est pas suffisant. Ce qu'ils vont dire, c'est que ça prend l'intervention de l'État. Et là, ils prennent le contre-pied de qui? Bien, au fond, à ce moment-là, il y a une sorte de libéralisme à l'ancienne qui est assez consensuel au Québec. Les conservateurs, les libéraux, l'Église, quelqu'un comme Henri Bourassa, je dirais, la majorité il y a des nuances à faire, à apporter, sont plutôt réticents à plus d'intervention de l'État. Alors, avec l'Action française, Groulx et ceux qui le suivent là-dedans proposent au contraire d'assumer les pouvoirs de l'État du Québec. Ils vont commencer à faire circuler cette appellation-là, d'ailleurs, État du Québec, pour que les Canadiens français deviennent maîtres chez eux en acceptant de concevoir l'État du Québec, non pas comme une simple province, une division administrative du Canada, mais un État national. Groulx va dire, on l'a recréé, cette province-là, en 1867, pour donner un État aux Canadiens français où il serait majoritaire. Et donc, il faut qu'ils se servent de ces pouvoirs-là dans le respect des droits de tous, y compris des minorités, mais en cessant d'avoir peur de leur ombre en gouvernant le Québec. Et c'est de ce côté-là, je pense qu'il est devenu extrêmement influent. Donc, c'est un peu le penseur derrière un peu la Révolution tranquille au sens de l'étatisation un peu de nombreuses institutions. Donc, l'État-providence, un peu, c'est l'œuvre un peu lointaine de la pensée de Lionel Groulx. Bien, on pourrait dire que les mouvements qu'il inspire à ce moment-là et pour lesquels il fait figure, disons, de maître à penser, oui, était en faveur et poussait pour qu'il y ait un changement dans notre conception de l'État québécois, pour le voir comme un État national, un État qui puisse intervenir dans différents domaines. Et
un État-providence, peut-être pas dans tous les domaines, mais par exemple, l'assurance hospitalisation, la nationalisation de l'hydroélectricité, ce sont des causes qu'ils mettent de l'avant dans les années 30. Pouvez-vous nous dire un peu, là, vous avez parlé de la Révolution tranquille, il était un clerc, c'était un prêtre, et donc j'imagine qu'il n'y avait pas tous les éléments de la Révolution tranquille avec lesquels il était d'accord. Quel regard portait-il, peut-on, disons, sur l'aspect culturel là, de la Révolution tranquille? Eh bien, pour lui, il y a un côté dont il se réjouit. Donc, par exemple, il regrette même qu'on enlève au ministre René Lévesque le portefeuille des ressources naturelles. Mais sinon, pour lui, c'est une catastrophe, le changement de valeur. Et il est assez perspicace. C'est dans Chemin de l'avenir qu'il publie son espèce de diagnostic et de critique de ce qui est en train de se produire. Assez perspicace en ce sens qu'il voit bien que c'est à l'échelle de l'Occident. Ce n'est pas exclusif au Québec. Il appelle ça, je pense, un grand saccage de la jeunesse occidentale qui veut se débarrasser de tout ce qui est ancien, comme un changement de civilisation total et complet, comme si on voulait changer d'espèce, dit-il. Donc, toute la sagesse de plusieurs siècles est jetée aux millénaires. Oui, exactement, et jetée aux orties. Donc, lui, il pense que ça mérite qu'on prenne un pas de recul et qu'on réfléchisse à ce qui était en train de se produire et quelles en seront les conséquences. Mais il regrette, bien entendu, la perte des valeurs chrétiennes. Sur le sujet, en terminant, vous parlez, on a vu comment il est important pour le Québec et comment il était à la source, disons, intellectuelle de beaucoup de réformes qui ont eu lieu. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est important, selon vous, de redécouvrir la figure de Lionel Groulx? Bien, il y a plusieurs raisons. Je dirais que d'abord, c'est un intellectuel d'exception. C'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement beaucoup d'auteurs qui ont une telle influence, une telle carrière dans notre histoire culturelle. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup pensé la nation québécoise, qui a consacré, on peut dire, une bonne partie de ses énergies, de sa carrière à cela. Donc, ça peut être très instructif pour ceux que la culture canadienne-française ou la culture québécoise intéresse. Les hauts et les bas ne sont pas une chose neuve dans notre histoire. Il risque d'y en avoir encore, mais il y en a eu beaucoup dans le passé. Quand on suit la vie de Lionel Groulx, on se rend compte de ça, d'à quel point, dans le fond, des choses qu'on pense être peut-être propres à notre époque, bien, notre peuple les a déjà vécues sous une forme ou une autre. Notre maître le passé, ce serait ce qu'on pourrait retenir de Lionel Groulx. Si vous me permettez une phrase là-dessus, je dirais que souvent on caricature Groulx avec notre maître le passé en pensant qu'il est passéiste. Pour lui, ce qui est intéressant de notre passé, c'est qu'en fait, il détient des promesses d'avenir. Charles-Philippe Courtois, je rappelle que vous êtes professeur agrégé d'histoire au Collège militaire royal de Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, et auteur de cette immense et belle biographie, Lionel Groulx, le penseur le plus influent de l'histoire du Québec. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.